Bonjour tout le monde, cet épisode du French Cast est une présentation d'Eros et compagnie. Nos amis chez Eros et compagnie vous offrent un rabais de 15% sur votre commande en ligne. Utilisez le code promotionnel PANTELIS sur le site erosetcompagnie.com pour recevoir un rabais de 15%. Et pour ceux qui sont courageux, vous pouvez rentrer en magasin puis essayer juste de créer mon nom pendant l'heure que vous payez. On va voir si vous donnez un rabais ou s'il appelle la police. erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 15% de rabais. Geneviève, bienvenue au French Cast. Ben merci beaucoup, c'est très gentil de me recevoir. Alors, ça fait-tu longtemps que t'aimes la lutte avant que tu as rentré? C'était-tu depuis que tu étais jeune? Oui, mes premiers souvenirs, vraiment, c'est avec ma grand-mère. J'avais peut-être 5-6 ans. Puis elle regardait ça à la TV, puis elle criait après sa TV. Puis c'est vraiment mes premiers souvenirs de lutte, là. Fait que c'est ça remonte assez loin, oui. Alors, depuis que tu étais jeune, tu étais comme, je dois faire quelque chose dans la lutte. Non, je dirais plus ça, c'est vers l'adolescence parce que j'ai eu comme une période où j'aime beaucoup le heavy metal. Donc, moi, à l'âge de 11 ans, tu sais, quand Metallica est sorti, moi, j'avais une guitare, puis je jouais déjà dans un band. J'ai joué jusqu'à peut-être, 16 ans. Puis, c'est mon drummer, en fait, qui me raccrochait à la lutte. Il me disait, il faut que tu regardes ça. Il y a un gars qui construit des cercueils. Il parlait de l'Undertaker. Puis, je me suis raccroché à partir de là. C'est vraiment ça là, qui a fait que j'ai accroché et j'ai jamais lâché. Puis, en plus, il y avait des femmes qui luttaient. Dont Alundra Blaze, Bull Nakano, des Japonais qui sont vraiment bonnes. Ouais. Fait que c'est à partir de là, je dis, je veux faire ça. Ouais. Puis c'était quoi, je me demande toujours ça, c'est quoi le parcours ici? T'es au Québec, tu fais quoi pour rentrer dans la lutte? Moi, dans le fond, ce que j'ai eu la chance qu'il y a une école de lutte qui s'est ouverte à Sorel. Il y a une école de boxe. As-tu grandi à Sorel? Moi, je suis né à Sorel. Ouais, toute ma famille vient de Sorel. Puis, je pensais que c'était la ville de Québec. Je sais pas pourquoi je pensais que... Ah, ben peut-être parce que j'ai lutté partout. J'ai resté à Montréal, j'ai resté en Ohio, j'ai resté en Pennsylvanie. Que la lutte, je me suis tellement promenée que je pense que j'ai déménagé 17 fois dans ma vie. Fait que... La vie d'une lutteuse. Oui, la vie d'une lutteuse. Puis l'école de lutte s'est ouverte, puis... on me disait, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de femmes, hein, fait que, ou très, très, très peu. Puis on me disait, ben non, c'est pas pour toi, tu seras pas capable, t'es trop petite. Puis ça m'a mis en maudit. Puis je me suis inscrite, puis j'ai voulu prouver à tout le monde que, tu sais, j'étais capable. Puis j'ai jamais lâché depuis ce temps-là. Puis je suis la seule qui a continué à lutter, là. T'avais-tu d'autres amis dans le temps qui ont commencé avec toi, puis eux, ils ont arrêté, puis toi, t'as continué? Oui, c'est ça. Okay, j'avais une couple d'amis de gars qu'on était... on était vraiment une gang de fans de lutte, je dirais, de Sorel. Puis on prenait l'autobus, puis on allait voir les shows Forum de Montréal dans le temps. Puis on regardait ça ensemble, tu sais, la télé à la carte, là. Puis ces choses-là, on allait dans un restaurant voir les gros shows de lutte. Puis on s'échangeait, mon Dieu, dans le temps, on s'échangeait des VHS. Puis on se copiait ça. Puis, quand ça allait ouvert, c'est ça, on était peut-être une dizaine, puis c'est sûr, eux autres qui ont tous lâché un après l'autre, là, parce que c'est vraiment plus difficile que les gens peuvent croire l'entraînement de la lutte. Ah, c'est tout autour de ça, c'est vraiment difficile. L'entraînement, puis aussi, juste de travailler dans ça, parce que c'est pas quelque chose qui arrive à chaque jour, comme la job, OK, je rentre mardi, mercredi, tout ça. Ici, c'est vraiment, tu dois te préparer, tu dois rentrer dans les organisations. Des fois, ils sont aux États-Unis, puis ils te laissent même pas, parce que tu viens de Canada, c'est plus difficile d'avoir ton visa, je parlais avec plein de lutteurs, puis ils me racontent toutes les difficultés de quelqu'un qui veut être lutteur, mais vient du Québec ou ailleurs au Canada. Puis c'est vraiment une carrière difficile. Oui, parce que, tu sais, moi, je dis souvent, la carrière de lutteur, c'est pas
c'est pas une carrière, ça devient vraiment un mode de vie. Faut que tu t'entraînes pour ça, faut que tu manges pour ça, faut que tu apprennes à vivre avec la douleur. On vient, tu sais, on se fait tapocher, il y a pas d'autre mot. Puis, faut vraiment être, tu sais, se lever avec les courbatures, ça vient, tu sais, c'est une seconde nature, ça vient de notre vie de tous les jours. Puis, comme tu mentionnais, quand tu es Canadien, puis les gros marchés sont aux États-Unis, avoir un permis de travail, c'est difficile. Moi, j'en ai eu un, mais il a fallu que j'envoie faut t'envoyer un paquet, dans le fond, aux États-Unis qui prouve que tu es une personne exceptionnelle. Ils appellent ça le Extraordinary Individual. Oui, le O1. Le O1, c'est ça. Visas for Extraordinary Individuals. Je vais me préparer maintenant pour moi. Oui, c'est vraiment quelque chose. C'est des photos de moi qui fait ça. Oui. Faut que tu mettes tous les articles de journaux, si tu as fait de la TV. Le mien, là, il y avait ça. Puis j'exagère même pas, j'avais pris des photos. Là. Juste pour imprimer les feuilles, ça m'avait coûté 400 $. Juste pour vous dire l'idée du paquet que c'était. Puis, avant que tu puisses avoir ça, il faut que tu aies fait tes preuves, il faut que tu aies été à l'international, il faut que tu aies été à TV. Puis, là, au Québec, ces temps-ci, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait que la culture générale s'ouvre un petit peu plus à la lutte, mais moi, dans mon temps, j'ai l'air de parler comme j'ai 75 ans, mais je veux dire, il y a quelques années à peine, la lutte était assez boudée. C'est vu comme un cirque. C'est pas pris au sérieux parce que, tu sais, c'est fake, mais c'est fake, c'est tellement pas le bon mot, tu sais, parce que c'est un art, c'est un sport, c'est du théâtre, c'est de la créativité, c'est apprendre à travailler avec un public sur place, c'est être un cascadeur soi-même, mais on n'a pas prise 1, prise 2. Il faut que ça soit parfait. Tu sais, la première shot, sinon, non seulement tu peux te blesser ou tu as l'air fou. T'as un des deux. Tu peux tuer quelqu'un? Oui, oui, c'est ça. Tu peux tuer quelqu'un à la lutte. Tu sais, un mauvais tombé. Je pense que ça fait 2 ans maintenant, il y a un lutteur qui s'appelle Biggie. Il est tombé sur le cou, il s'est fracturé le cou. Il était très, très chanceux. Il est capable de bouger, capable de s'entraîner, mais lui, la lutte, c'est fini. Là, il peut plus... c'est ça, tu sais. C'est un moment qui a duré, 2 secondes, puis c'est arrivé. C'est ça, on prévoit pas ça. Ça fait partie des accidents puis des risques du métier. C'était juste un accident pour lui? C'était juste quelque chose d'aléatoire? Oui, c'est ça. C'était une souplesse qui appelle ça une belly-to-belly. C'est juste ça? C'était même pas quelque chose à l'extérieur. Non, c'est même pas du 3e quart. Tout. Bon, OK, c'était à l'extérieur, puis tu sais, c'était pas nécessairement nécessaire comme move, mais je peux pas dire que c'était un gros move là, dans des tables ou des choses. C'est une souplesse que d'habitude, tu fais un flip, tu tombes sur le dos, mais lui, il est tombé vraiment sur la tête. Tu sais, c'est une fraction de seconde qui n'a pas poussé assez vite ou l'autre n'a pas levé assez vite, tu sais. Ou, tu sais, le timing des deux n'était pas bon. Puis c'est arrivé, là, ouais. Pauvre gars. Oui, c'est vraiment plate parce que, tu sais, il y a beaucoup de carrières qui se terminent comme ça, puis c'est plate. C'est des bonnes personnes, des bons... tu sais, lui, c'est un athlète en plus, là. Heureusement, ce qui est le fun avec la lutte, c'est un coup que t'es plus capable de lutter, tu peux être arbitre, tu peux être gérant, tu peux être scripteur, tu peux être à l'arrière-scène, tu peux aider les autres à faire leur match. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Plus je vieillis, on dirait, plus j'aime ce côté-là de prendre les jeunes qui commencent puis de les guider, les aider à monter le match. Tu sais, monter un match, c'est pas juste quel move que je vais faire, c'est raconter une histoire à travers ce qu'on fait. Puis les moves, dans le fond, c'est secondaire. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je parle avec beaucoup de lutteurs dans ce temps-ci, puis je suis un peu... c'est une surprise pour moi qu'on n'a pas une ligue, on va dire une fédération ici à la télé, juste québécoise, parce que la popularité, juste au Québec, est quand même assez élevée. Oui. Moi, je pense qu'on peut faire ça. S'il y avait une TV ou quelque chose, une chaîne, je pense qu'il y a assez de personnes ici dans la province qui auraient checké ça en français. Oui, parce qu'on regarde juste... Bon, si je regarde la ville de Québec, il y a la NSPW qui fait des shows au Stade Canac, au Diamant. Ici, à Montréal même, on a la IWS qui est au MTELUS, à l'Olympia, au Club Soda. C'est toutes des grosses salles que...
c'est rempli. Il y a un public pour ça. Puis, en plus, il y a la TNA qui est venue dernièrement avec... ce qui est bien le fun, c'est qu'avec Marc Blondin puis Handsome Jeff, on a des commentateurs... Oui, français à Verdun. Et c'était une des plus grosses foules que la TNA des États-Unis, tu sais, a eu. Fait que là, en plus, on a du talent ici. On a beaucoup de jeunes lutteurs, on a beaucoup de vétérans, on a beaucoup de filles maintenant. On a des bonnes écoles de lutte qui sont établies. Il y en a plus qu'une? Oui, c'est ça. Il y a comme je dis, les deux là, plus grosses, c'est vraiment NSPW puis IWS. IWS, que son centre, moi, je fais des shows là, c'est sur l'avenue Racette à Montréal. Gros centre d'entraînement avec le. Je savais pas qu'il y avait le propre centre. Hein? Oui, il y a le propre centre d'entraînement avec, tu sais, il y a même un gym à l'intérieur. Le ring est toujours là. Il y a des cours à beaucoup, tu sais, mon Dieu, plusieurs jours par semaine, les fins de semaine aussi. Il y a des galas qui se font même sur place. Il y a des galas de nouveaux élèves. Puis moi, je fais des galas 100% féminins avec la Women's Wrestling Syndicate ou le syndicat de lutte féminine, les deux noms. Puis c'est super le fun, là. Puis la place est grande. Fait que oui, il y a vraiment... il y aurait vraiment quelque chose à faire avec le talent québécois. Faut juste qu'il y ait quelqu'un qui se dise « OK, on y va » parce que il y en a ici, là. Il y a du talent, puis je pense que les fans de lutte aimeraient ça avoir un produit francophone. Moi, j'aimerais ça. Moi, je pense... Parce que je rencontre comme... C'est beaucoup de personnes qui sont ou bien des fans de lutte ou des lutteurs, même un de mes amis, c'est un humoriste, Mike Patterson, lui, il fait... Oui, ben je connais bien Mike, j'ai fait des shows avec lui, ben oui. C'est le champion féminin, je pense, maintenant de AWS. Je sais qu'avec c'est son frère. C'est son frère, oui, la Main Event Wrestling. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses comme ça. Alors, on a du talent, on a des gens qui sont intéressés, on a des différentes ligues, comme on a dit, des fédérations. Ça serait cool de voir quelque chose à la télé, mais je pense que c'est juste que les médias traditionnels, puis c'est normal, sont un peu peur. Ils ne savent pas comment gérer ça. C'est pas quelque chose qu'ils faisaient avant. Puis ça prend quand même une connaissance de production, de comment tu produis quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'un producteur de télé doit s'asseoir avec quelqu'un qui connaît la lutte pour les plans de caméra ou comme être capable d'anticiper ce qui s'en vient. Ça prend quelqu'un qui est habitué de voir ça. Mais ça se fait, tu sais, c'est comme... les autres sports, on pense au football, au hockey, ça va très, très vite, mais à la lutte aussi, il y a moyen là, de faire quelque chose là, d'assez extraordinaire. Puis qu'est-ce qui est le fun avec la lutte, c'est que vu que c'est un spectacle aussi, c'est une place où, justement, les humoristes peuvent s'intégrer, où les acteurs peuvent s'intégrer. Il y a tellement de beaux mélanges qu'on peut faire. Mais je pense que le problème, c'est justement, vu qu'on est un sport-théâtre, on tombe comme entre dans le crack d'être pas un ou l'autre. Fait que là, on se perd un petit peu, je pense. Mais je pense que c'est ça qu'on a besoin, d'avoir des gens qui s'expriment puis expliquent c'est quoi. Parce que moi, ça fait longtemps que je parle de ça ici, que c'est du théâtre, c'est vraiment ça. C'est du théâtre physique, c'est vraiment proche au stand-up, notre mode de vie. Oui. Juste que vous prenez l'aspect vraiment physique plus. Nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. Alors, c'est plus dangereux physiquement pour vous. Mais c'est le même concept de, tu sais, t'as rien au début. Puis tu dois vraiment, vraiment prouver aux gens, et je peux faire ça, puis tout le monde est comme, c'est quoi, tu racontes des blagues, puis toi, c'est comme, mais tu sais quoi, tu joues à la lutte, c'est quoi? C'est toujours à leur expliquer c'est quoi. Tu fais une simulation de combat, mais tu sais, oui. J'ai toujours trouvé justement qu'il y a un beau parallèle entre ces deux métiers-là, parce que, tu sais, quand tu commences, même quand tu es assez avancé, t'as pas de gérant, t'as pas une boîte derrière toi qui va te donner tes bookings, qui va te placer. C'est toi-même qu'il faut que tu vendes ta salaire à travers tes réseaux sociaux. T'es nomade. Oui. Puis tu prends ta voiture, puis tu pars, puis le nombre de fois que j'ai dormi dans sa banquette arrière, tu sais. Puis je suis sûre, toi aussi, t'as connu ça. Ouais, c'est vraiment... Au début, c'est vraiment, tu vas n'importe où pour jouer. Et au début, c'est comme, tu vas faire 5 minutes à, je sais pas... Timmins ou Hogs, tu sais, t'as plein de places, puis t'es comme, OK,
Je vais aller, je peux Oui, pratiquer. c'est ça. Puis au début, tu sais, tu dis pas non. Puis nous, à la lutte, c'est comme on dit aux élèves, tu sais, get those reps in. Tu sais, Ouais, c'est ça. nous aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Fait que, tu sais, le plus de fois que tu peux lutter, le plus d'expérience tu vas avoir, le mieux tu vas connaître ton ring. Faut que tu sois capable de gérer ton environnement même du ring, te retrouver dedans. Parce que, tu sais, c'est ça, un coup que tu tombes, faut que tu saches où tu te situes dans le ring pour aller à la prochaine étape de ton combat. Faut que tu sois capable d'improviser. Faut que tu sois capable de planifier d'avance parce que souvent, avec la lutte, comme à la TV, on a un certain temps. Exemple, combat de 10 minutes, ben tu le dépasses pas. Fait qu'il faut que tu sois capable de couper, puis, comme je dis, improviser, changer sur place si tu as besoin. Ton adversaire oublie le prochain move, ben il faut que tu sois capable vite de penser. C'est comme quelqu'un qui a un blanc qui a une joke, ben il faut qu'il essaie de passer à l'autre sans que les autres s'en rendent compte. Ça ressemble un peu à ça aussi, là. Ça arrive-tu assez souvent? Assez souvent, oui. Ce qui est... Ben, c'est pas drôle parce que quand ça t'arrive, surtout quand tu commences, là, ça arrive souvent des nouveaux, tu sais. T'arrives, puis là, t'as les deux lutteurs qui devant, là, puis c'est comme, tu sais, un chevreuil qui vient de voir la lumière, puis là, ils se regardent, puis ça fuit les deux où sont rendus. Ça arrive souvent. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, planifier certaines choses, mais surtout, soyez capable d'être, tu sais, d'improviser, puis être sur le vif, puis de penser vite, parce que j'ai souvent ça, tu sais, quand tu commences, on dirait que t'es trop concentré peut-être à c'est quoi ton prochain move, mais avec la lutte, moi je dis toujours, il y a 4 personnes dans un combat de lutte. Il y a toi, ton adversaire, tu as ton arbitre, mais tu as le public aussi. Faut que le public soit inclus dans ce que tu fais. Fait qu'entre tes moves, si tu regardes le tapis puis tu t'adresses pas au public, tu n'as pas un regard, tu sais, le babyface, le gentil, il faut qu'il y ait de la sympathie. Fait que quand il y a mal, il faut qu'il soit capable de regarder, d'aller chercher, de tendre la main pour de l'aide. Il y a vraiment un gros travail entre on dirait que qu'est-ce qu'il y a entre les moves est plus important parce que c'est là que tu vas chercher l'attention du public. Les gens se souviendront pas nécessairement des moves du match, mais ils vont se souvenir des moments puis des émotions qu'ils ont vécues. Puis c'est pour ça que le combat, à leurs yeux, va être important. Puis, c'est drôle, justement, il y a un fan hier qui m'a écrit. Puis il me dit, t'es un des 5 meilleurs moments que j'ai jamais vécu dans la lutte. Et c'est niaiseux. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais tombé à l'extérieur du ring. Je suis allé m'asseoir sur la chaise à côté de lui. Puis j'ai dit, il me fait de bobo, il faudrait que j'aille un bisou. Lui, là, il se souvient de ça. C'est niaiseux, tu sais. Mais je l'ai inclus dans le match. Je l'ai inclus dans moi qui avait mal. Puis lui, il s'en souvient encore. Puis c'est une petite affaire quand tu y penses, mais... Tu sais, quand tu leur en donnes beaucoup, ils vont être généreux puis ils vont t'en redonner beaucoup aussi. Oui, avec nous, c'est la même chose. Mm-hmm. Ouais, c'est pour ça on a beaucoup de similarités. Oui, vraiment. Puis, t'as-tu... ça arrive avec tout le monde que je parle avec. T'as-tu développé des rivalités avec certaines personnes? Comme c'est inévitable. Des fois, il y a juste certaines personnes que tu travailles avec... ça marche pas. Puis t'es comme, oh shit, maintenant j'ai un ennemi. Parce que les histoires qu'ils m'ont dit jusqu'à date sont quand même drôles, mais je les comprends. Je suis comme, OK, mais je sais pourquoi vous êtes des rivales ou vous vous aimez pas. D'habitude, je vais vous dire, j'ai assez de facilité à travailler n'importe qui. Le niveau d'expérience, des fois... J'ai l'impression que ceux que ça a été moins bien, c'est parce qu'ils voulaient tellement faire leurs affaires à la place de raconter l'histoire que on dirait que c'est peut-être pas la même vision de la lutte. T'sais. J'ai pas de nom comme tel. Ce que je peux dire, par contre, c'est souvent... c'est c'est bon. Ça veut dire que t'as pas des ennemis. Oui, mais ce que t'aimes... Je dirais que quand t'as une chimie avec quelqu'un que tu t'entends bien, c'est bizarre... Mais on dirait que le combat est encore plus intense, puis il est encore plus physique, puis on se tapoche encore plus parce que les deux, on est dedans, les deux, on veut que l'autre paraisse bien. Si moi, je parais bien, toi, tu parais bien aussi, puis on dirait que le travail d'équipe, c'est niaiseux, plus on s'aime, plus on se tape fort. Parce qu'il y a vraiment cette chimie-là entre les deux personnes. Puis... tu
sais, j'ai le premier nom qui me vient en tête, c'est Mercedes Martinez aux États-Unis. Nous autres, on s'appelait entre nous My Wrestling Soulmate parce que on allait dans le ring justement, puis on avait quasiment pas besoin de se parler, puis ça marchait. Ça marchait, ça, c'est ouais, cool. tout simplement. Oui. Fait que tu sais, quand quelqu'un a la même vision que toi, puis ça clique en noir, ben on fait de la magie dans le ring, là. Puis, est-ce que tu as beaucoup de contacts maintenant avec des gens que ça fait longtemps que tu les connais dans la lutte, puis vous entreparlez, hey, t'as-tu vu telle personne, c'est des nouveaux, puis des choses comme ça, puisque vous essayez d'aider des nouveaux lutteuses, puis tout ça. Ouais, t'as toute une. Ben moi, le fait justement que j'ai. En fait, c'est une des raisons pourquoi j'ai ouvert ma propre promotion 100% féminine. Il n'y en avait plus à Montréal. Et avant, il y en avait 100% féminine? Oui, Avant moi, j'ai fait partie de deux 100% féminines qui étaient à Montréal, qui était l'association de lutte féminine qui était avec la famille Leduc, Kim, fille de Paul. Puis, ça, finalement, ça l'a fermé. J'ai aussi ouvert une promotion qui s'appelle Femme Fatale. Ça, c'est cool comme nom. Oui. Là, eux autres sont partis à Québec. Il y a eu comme une dissociation qui s'est faite entre la promotion avec laquelle on était. Ça a été racheté par deux autres personnes, dont Patrick Laprade, qui est un historien que les gens connaissent assez bien. Puis, c'est ça, moi, j'ai ouvert ma propre promotion ici parce qu'à Montréal, comme tel, il n'y en avait plus. Puis, moi, ce que je voulais amener, c'était quelque chose de vraiment différent. Comme je disais tantôt, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'approche avec le public. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la façon que nos galas de lutte sont faits, il n'y a pas de chaise. Les gens sont debout alentour du ring, à côté du ring, puis eux-mêmes encouragent les lutteuses en tapant sur le ring même. J'aime apporter l'aspect comme si c'était un concert admission générale, puis que tout le monde est debout devant la scène. C'est la même chose, puis il y a vraiment des beaux moments qui se passent parce que les lutteuses luttent, puis on commence beaucoup à avoir de femmes puis de jeunes filles qui viennent. Puis il y a vraiment des beaux moments où les lutteuses, j'ai des photos, là, les jeunes filles, là, ils tiennent la main des lutteuses avec le regard là, qui scintille. Puis il y a vraiment une belle connexion qui se fait. Puis c'est des beaux modèles de femmes fortes aussi. Puis aussi, cette promotion-là que j'ai, c'est toutes des femmes en arrière. Il y a moi, il y a 3 de mes amis qui sont Karine Brouillard qui s'occupe de l'haltérophilie. J'ai Rachel Guérin. Elle s'occupe mon Dieu, j'ai un blanc, mais elle travaille à la ville. C'est une ville de pas Terrebonne, là, mais de ce coin-là. Puis j'ai une de mes élèves, Geneviève Lacasse, Sweet Cherry, c'est la première fille que j'ai entraînée. Puis elle est arbitre sur nos shows. Elle lutte encore. 25 ans plus tard, elle est encore active. Mais là, elle est arbitre. Fait qu'en même temps, tu sais, avec les jeunes qui commencent, elle peut leur donner des cues ou des rappels. Travaille ta foule, tourne-toi, tu sais, vers la caméra. Il y a vraiment... c'est comme un apprentissage en même temps. Puis, oui, c'est vraiment, tu sais, vers là que je me suis retrouvée parce que, justement, de donner au suivant, puis de créer cette nouvelle génération-là. Puis, moi, j'ai l'impression qu'il m'a manqué beaucoup de choses parce que j'étais tout le temps tout seul de fille. Puis, ça a été un combat de devoir lutter contre des hommes. Je suis allée en cours en Ontario parce qu'on n'avait pas le droit. Fait que, ouais, j'ai amené... Comment ça, t'avais pas le droit? Oui, il y avait une loi qui disait que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être dans le ring en même temps. Une vieille loi, je pense, 1924, de la Commission athlétique de lutte. Puis, oui. Mais c'était une loi? Oui, c'est une loi dans le code de la commission athlétique. Oui, c'était juste que tu n'avais pas le droit d'être dans le ring ensemble ou tu n'avais pas le droit de lutter? J'avais pas le droit de lutter. Tu sais, il n'y avait pas le droit d'avoir de compétition entre les hommes et les femmes. Puis là, on parle, tu sais, des débuts 2000. Il n'y a pas vraiment de lutteuses au Québec. J'ai été longtemps tout seul. C'était-tu pour protéger les femmes pour ne pas faire mal ou parce qu'ils ne voulaient pas on parle trop dans le ring? Ben, je pense que c'était... Oui, je pense que parce que, tu sais, il y avait l'idée que la différence de force, tu sais... puis... Mais ça veut pas que c'est du... Tu sais, c'est... Ben, ça a été un de mes arguments, moi, quand je les ai emmenés en cours. C'est comme... Vous faites beaucoup de films, surtout à Toronto, où les cascadeurs se battent avec des cascadeuses, mais moi, j'ai pas le droit de le faire devant public, puis je fais la même chose, là. Ouais.
Fait que, ben, tu sais, ça a pris 4 ans de remplissage de papier puis de bureaucratie, mais non seulement ils ont enlevé la loi, ils ont fermé le côté lutte au complet à la commission athlétique parce que, justement, pourquoi tu réglementes quelque chose qui, c'est pas 100% un sport, c'est aussi du théâtre. Fait que, tu sais... C'est plus du gymnastics. C'est vraiment des... Oui, c'est une performance. Ouais. C'est comme, du théâtre. Honnêtement, comme c'est le du théâtre. Cirque aussi, oui. Ce serait bizarre qu'au cirque, ils disent ça. Oui, tu sais, c'est ça. Oui, fait que disons que les premiers pas... moi, quand j'ai commencé en 97, ça avait été... C'était pas mal plus rough, mais aujourd'hui, tu sais, c'est ça, les filles, ils ont des bonnes écoles, ils sont plusieurs, ils ont des professeurs qui sont attentionnés, tu sais, à vouloir que les élèves deviennent bons. Moi, dans mon temps, c'était plus on te magane pour voir si t'es tough, puis après, on va voir si tu peux monter dans notre ring, tu sais. Bon, autre mœurs, autre époque, mais ça a évolué pour le mieux. mais je pense que les gens comme toi qui ont sorti de ça, c'est mieux. Comme quand tu dois te prouver, puis c'est vraiment difficile, c'est ça qui te rend... C'est comme ça que tu deviens une des meilleures, puis après tu peux aider, puis apprendre des choses à d'autres personnes. Si c'est trop facile, je pense pas qu'on peut te retrouver, que tu te retrouves, puis tu peux devenir qui? À quel niveau tu peux atteindre? Oui, tu sais, autant qu'aujourd'hui, comme je dis, les cours sont meilleurs, les élèves sont plus protégés, je pense. Mais à cause de vous? Oui, ouais. mais il manque un petit peu de ça, tu sais, ça te prend un petit peu de tu sais, plus de cœur, être un petit peu plus tough, là. Des fois, j'ai l'impression que ça manque un peu, ça se décourage un petit peu vite, puis c'est comme... T'aurais peut-être pas toffé, toi, si t'es donné quelques années avant, mais c'est ça... ceux qui étaient là avant, en tout cas, moi, surtout pour les femmes, ça a toujours été de... Je veux pas qu'ils vivent la même chose que moi. Tu sais, moi, j'embarquais dans le ring contre des gars, puis la première chose qu'on faisait, c'est on me cassait le nez parce qu'on... Tu sais, t'as pas d'affaires ici. Heureusement, aujourd'hui, ça a plus lieu. Ça arriverait aujourd'hui, là. Ça serait partout ces sociaux médias. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu te battais contre qui? Lui? Non, mais vraiment, hein? Ouais. Ça, c'est absurde. Oui, c'est absurde. C'est absurde parce que, tu sais, puis je me faisais dire aussi, tu prends trop ça au sérieux. Mais si je prends pas ça au sérieux, il y a personne qui me prend au sérieux parce que je suis une fille. C'est ça, des fois, je regarde puis je me dis, pourquoi j'ai enduré tout ça? C'est ridicule, comme tu dis. C'est l'amour de l'art. Mais oui, j'aimais tellement ça. Malgré toutes les politiques ou les... c'est un milieu qui est comme le milieu artistique, c'est beaucoup qui tu connais, t'es ami avec qui. Ouais. Puis souvent, ça fait que il y a vraiment des bons lutteurs qui sont ignorés ou ils passent à côté parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place au bon moment ou ils ne connaissaient pas la bonne personne ou ils étaient haïs d'une personne qui était bien placée. Puis, tu sais, il y a plein de raisons comme ça. Ça arrive à moi. Oui, ben, en humour, alors imagine. Ben, c'est ça. Tout ce qui est divertissement, là-dessus, ça se retouche, là. Tu sais, c'est plate parce que je pense qu'ils ont passé à côté vraiment de beaucoup de bons athlètes. Puis aussi, tu sais, comme je disais, là, qu'on se faisait brasser, il y a des gens qui étaient vraiment bons, puis qu'eux autres, se faire brasser de même, ils n'étaient pas capables, fait qu'ils ont lâché. Mais on avait peut-être une star dans les mains parce qu'il était excellent dans le ring, tu sais. Mais aujourd'hui, au moins, ce côté-là est bon, mais oui, des fois, je trouve qu'il manque un petit peu de guts. C'est comme ça partout, même. Ouais, c'est juste générationnel. Ouais. Puis je pense que le prochain après eux vont être un peu plus tough parce que c'est trop facile maintenant, puis tout le monde se plaint, ils sont trop sensibles. Puis ça change, je pense, à chaque génération. Au début, moi, je n'étais pas habitué à ça. J'étais toujours fâché comme, pourquoi ils sont-ils sensibles? Pourquoi? Puis maintenant, je dis, OK, c'est juste générationnel. Ça va toujours changer comme ça. Je dois pas être un vieux homme qui crier comme, non, tu devrais être plus tough. Ça change rien. Non, c'est ça ils change vont apprendre rien. au fur et à mesure. Tu vois que tu aurais eu cette chance-là si tu étais un peu plus tough. Ben, tu vas apprendre. Ben, c'est ça. Ils apprennent ou ils lâchent. Puis, mais, la plupart des gens, ils restent. Comme je disais, moi, malgré tout ce qu'il y avait alentour, quand j'étais entre mes 4 câbles,
c'était ma maison. J'aimais ça. C'était mon défoulement. C'est pour 15 minutes que le match dure, t'es quelqu'un d'autre. Tu vides toutes tes émotions. Puis en même temps, les gens qui viennent te voir, s'ils ont eu une semaine de marde à job, ben eux autres, ils viennent créer des niaiseries, puis ça, ils peuvent créer au maison tout ce qu'ils voulaient dire à leur boss. Ça sort le méchant, puis ça fait du bien, puis quand on vient en lutte, là, faut pas être gêné, là. Laissez les idées préconçues de côté, là. Venez vous défouler, venez crier des niaiseries, là, puis après, là, vous allez bien dormir. Mais c'est vraiment ça, c'est une bonne expérience. La lutte live, oui. Oh man, c'est fun. Oui, tu sais, regarder à la TV, c'est quelque chose, mais c'est pas pareil quand t'es là sur place puis t'entends le ring, tu sais, à toutes les fois que quelqu'un tombe, ça fait un gros son, puis t'as les autres à côté de toi qui crient, puis là, tu vas embarquer qu'eux autres. C'est vraiment une atmosphère, tu sais, spéciale, puis faut vraiment y aller pour savoir ce que c'est, ouais. C'est comme un concert. C'est fun si c'est capté puis tu regardes ça, t'écoutes ça, mais si t'es là, c'est une autre expérience. Tu peux pas vraiment l'expliquer à quelqu'un, tu dois le vivre. Oui, ben c'est pour ça, moi, comme je disais, j'ai enlevé les chaises parce que je veux comme un concert qui a la proximité, comme, tu sais, quand tu tends la main puis le chanteur vient te donner la main, là, oh boy, ben c'est la même chose avec les lutteuses, tu sais. Puis être à côté du ring, quand les filles tombent, ils ressentent le tomber, puis tu sais, ils les entendent crier de proche, puis quand ils sortent pour aller vers le ring, ils sont là, puis c'est ça, la proximité fait que c'est un moment spécial, tu sais. Puis s'il y a quelqu'un qui est fatigué, on a-tu des chaises pour eux? Ah, oui, on a des chaises, on a même des divans. OK. Si quelqu'un vient puis ils sont handicapés, tu vas faire comme « lève-toi ». Non, on est très, très, très accommodant. Il y a des personnes plus âgées qui viennent, on leur sort des chaises. Puis il y a même une petite madame qui s'appelle Christiane, qui est la fan de lutte par excellence. Puis l'autre fois, il a même fait un café. Fait que j'aime ça! Fait que, on fait de notre mieux pour que tout le monde soit bien accueilli. Puis qu'ils passent une belle soirée. Là. Puis, y a-tu des fois des offres qui viennent par comme AEW, WWE maintenant, qui ont beaucoup plus de respect, pas juste pour les femmes, mais en général, leur système de développement? Y a-tu des fois des gens qui disent « Hey, peux-tu venir aider un peu parce qu'on a on a des jeunes femmes, puis on a besoin de gens comme toi avec de l'expérience qui peut leur montrer quelque chose? » Ben, la AEW, je suis allée et j'ai pas aimé ça. C'est pas la première personne qui me dit ça. Je l'ai dit publiquement. On dit que c'est désorganisé, puis mon Dieu. C'est vraiment ça. Hein? Et oui, et ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit ça publiquement et ils m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Faites une recherche, là, Lufisto AEW, là, ça a aucun bon sens, mais je changerai pas ma version. Je suis allée, ça m'a pris une journée pour voir à quel point il n'y avait pas de structure, il y a beaucoup de politique. C'est vraiment les amis des amis qui sont en haut, pas nécessairement les meilleurs. Puis, autant que... tu sais, oui, j'aimerais ça avoir une job dans une grosse promotion... plus comme productrice. À 44 ans, je suis capable de lutter et tout, mais quand tu es producteur, c'est là, tu aides les jeunes, tu montes les matchs, les histoires, tout. J'adore ça. Mais, tu sais, à la AEW, là, c'est sûr que moi, c'est... Non. C'était vraiment comme ça, hein? C'était juste du n'importe quoi? Oui, oui. T'es pas la seule. Les fans détestent que je dise ça. Mais je comprends pas pourquoi ils détestent que tu dis ça, parce que plein de CM Punk inclus, tout le monde dit ça. Toutes les gens qui ont de l'expérience puis ils vont là-bas, ils sont comme « Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu du n'importe quoi. » Oui, puis Negro, là, qui sortent de là, tu sais, je pense... Brian Pillman est sorti de là, Frankie Kazarian, Ethan Page, un Canadien aussi, sont tous sortis de là parce qu'ils n'en pouvaient plus, là. Puis il y a tellement trop de lutteurs, tandis que la WWE, c'est sûr que si tu me parles il y a quelques mois, quand c'était Vince McMahon, je suis pas fan du tout.
De Vince McMahon, la légende! Vince McMahon! La légende qui est en cours, qui s'en va en cours pour d'autres choses. Écoute, personne n'est parfait! Personne n'est parfait! Des fois, tu dois agresser le monde sexuellement. Ça vient avec l'art. Ça vient avec l'art. Seigneur, oui. C'est ridicule, hein? Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que les histoires qui vont sortir de lui vont être comme ridicule puis drôle comme toute sa carrière, mais je m'entendais pas. J'avais une autre podcast avec lui. C'est un peu absurde, tu sais, que tu vois comme sex trafficking. T'es comme quoi? Tu sais, on entend des choses quand on est dans le domaine, mais quand tout ça sort, tu te dis ouf, pense à pas ta spéc. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, c'est difficile de me choquer. Puis j'ai dit, quand même, ça c'est une turn, ça c'est une surprise. Oui, puis tu sais, c'est pour ça que depuis que Paul Lévesque a repris ça, ben non seulement le produit, tant qu'à moi, est 100% meilleur, là. T'as vu, lui? C'est intéressant. Le monde l'a essayé avant. Il avait l'air vraiment d'un jerk. Puis, je sais pas si c'est à cause qu'il avait des enfants. Je sais pas qu'est-ce qui a changé dans lui. Mais apparemment, il est vraiment sympathique avec tout le monde. Il veut aider les jeunes. Oui. C'est vraiment un bon businessman. Oui, bien la grosse différence, je pense, entre Vince McMahon et Paul Lévesque. Paul Lévesque vient du système des indépendants. Il a été entraîné d'une petite école de lutte. Il a monté. Il était entraîné par Keller Kowalski, qui avait une école dans le Massachusetts. Puis, tu sais, on l'a vu avec le projet NXT, quand il a ouvert ça. Il allait vraiment chercher les indépendants, comme on pense juste ici, Kevin Owens, Sami Zayn. Je pense pas que Vince McMahon aurait été les chercher. Non. Mais lui, il aimait le côté lutte un petit peu plus spectaculaire, un petit peu plus solide. Hier, je regardais Raw, puis moi, à cette heure, là, j'ai mes 5 lutteurs là, que quand qu'eux autres sont là, je sais que ça va être bon. Moi, j'aime la lutte où ça frappe fort, puis c'est solide. On parle de Gunther, on parle de... Le champion maintenant. Oui, le champion maintenant. Moi, tu me parles de Gunther, de Braun Breaker, de Sheamus, de Ludwig Kaiser puis Ilya Dragunov, qui sont tous des lutteurs là, que vraiment solides. Moi, c'est sûr, je manque pas un combat d'eux. Puis avant, tu sais, je regardais pas la WWE du tout, mais là, tu sais, c'est rare que je manque une émission parce que, justement, le changement, puis c'est beaucoup plus réaliste. Il y a moins de bouffonnerie. Tu sais, souvent, il y a quelque chose qui arrive, puis comme par hasard, la caméra t'es là, tu sais, puis il filmait, mais là, la façon qu'il fait ça, il y a quelqu'un qui est en entrevue, puis là, il y a une bataille qui arrive en arrière, tu sais, c'est comme pas prévu que la caméra est là, tout est plus réaliste. Organique. Oui, organique, puis ça suit, puis admettons, ils vont suivre un lutteur en arrière, puis là, de quoi qui se passe, la caméra s'en va l'autre bord, puis, tu sais, c'est organique, c'est plus réel, c'est plus... ça touche vraiment plus, tu sais, compétition sportive que juste du divertissement sportif. Il va chercher le côté lutte, puis, différence aussi avec lui, Vince McMahon ne voulait pas qu'on dise le mot lutte. Oui. Lui, oui, la lutte, tu sais, puis he's a wrestler, tu sais. Il n'y avait rien contre l'N-word. C'est drôle, il y avait ses limites. Il n'y avait rien contre l'N-word, il y avait juste quelque chose contre le mot lutte. Ouais, puis là, tu sais, tu regardes NXT, là, tu sais, les cultures variées, tout est en train de changer, là, tu sais, fait que, en tout cas, moi, tu sais, oui, moi, la lutteuse, mais moi, la fan de lutte, je trouve beaucoup plus mon compte aujourd'hui à regarder ça qu'avant, là. N'oubliez pas que cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Erosetcompagnie.com, c'est le site de web. Eros vous offre des jouets pour adultes. C'est des choses de nature sexuelle. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 15% de rabais. Je dis rabais des fois, mais c'est rabais, c'est pas rabais. C'est pas du fromage. Alors, Poseidon, toi, je sais que tu es un grand fan du site erosetcompagnie.com. Tu aimes ça, visiter le site, regarder tous les nouveaux produits. As-tu trouvé un produit que tu aimes puis tu veux qu'on discute? Je suis muté. Je regarde pas souvent, mais je me sens des fois que... Je regarde souvent.
Tu sais, quand t'es un enfant puis tu vas au Walmart avec tes parents, Ouais. là, tu vas dans la section de jouets. Là. Des fois, je me sens de même avec Puis ta mère est le comme... site web. là. Non, t'as déjà des dildos chez nous. T'as pas besoin d'un autre masturbateur, Poseidon, c'est ça? Tu sais quoi, juste pour le fun, aujourd'hui, on va cliquer sur fétiche. Fétiche. On va voir ce qu'ils ont. Ils ont plein de paquets. Tabarnak, c'est excessif, ça. Damn. Attends. 50 nuances de gris. Oh. C'est tellement drôle le nom en français pour moi, je sais pas pourquoi. Entrave. Collar. Ils ont des colliers. Mais des colliers, je sais que... Oh my god, ils ont des jouets pénis. Des jouets pénis comme Scrabble. Non, ça c'est pas les jouets. Hey, je peux pas montrer ça, je pense. Je montre pas au monde. Non, je montre juste à toi. Si c'est la chirurgie, c'est quoi ça? On dirait tu vas te faire opérer dessus, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça qu'ils ont? Ça s'appelle un dispositif de chasteté. Ben écoute, si t'es excessif ou si t'es cool et normal, tu vas trouver quelque chose. Ouais, ils ont des billes magnétiques. Honnêtement... Des billes magnétiques, comme des marbles. Ouais, tu sais les affaires que c'est deux magnets, comment on dit magnets? Des aimants, puis tu les frappes ensemble, puis ça fait... De même. J'ai trop peur pour demander ça sert à quoi, ça? Erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis. Vous allez recevoir 15% de rabais et vous pouvez essayer de trouver c'est pourquoi. Poseidon, pourquoi est-ce que tu montres ces photos-là? C'est une distraction. Erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour 15% de rabais. Merci beaucoup à vous pour l'écoute et merci à Eros et compagnie. Mais je vais dire quelque chose par rapport à Vince McMahon. Si c'était pas pour ses idées de fou dans le temps, oui. je pense pas que la lutte serait où c'est maintenant. Non, parce que le Attitude Era, tout ça, c'était exceptionnel. C'est là où moi j'ai rentré j'étais en école secondaire. Puis c'était pas pour la lutte elle-même, c'était même pour les histoires, puis comment c'était fantastique. Puis là, tu deviens fan des lutteurs. Oui, exactement. Tu sais, c'est lui qui a amené les WrestleMania. Puis avant, ça marchait par territoire, puis TV, mais lui, il voulait une TV nationale partout à travers le pays. Mais c'était quand même un crosseur parce qu'il a fait des choses qu'on faisait pas dans le temps avec les territoires. Il respectait pas les boundaries. Non, c'est ça. Il s'est mis beaucoup de gens à dos. Ça a créé son empire. Mais bon, tu sais, aujourd'hui, la lutte est de plus en plus grosse. T'sais. Oui, ça part de là. Heureusement, aujourd'hui, on parlait d'entraînement tantôt. Tu sais, la WWE avec le Performance Center en Floride, ils vont prendre des athlètes ou ils vont prendre des lutteurs, des indépendantes, puis ils vont les habituer à leur style. Puis, tu sais, ils sont vraiment engagés à être lutteurs 24 heures sur 24, puis ils ont une place, justement, pour s'entraîner avec des coachs qui font que ça. Fait que, tu sais, il y a plus, je te dirais, une structure qu'avant, là, ouais. Puis, le Japon, as-tu beaucoup de connexions avec la lutte japonaise? Le Japon, moi, je suis allée 2 fois. J'ai resté dans un dojo pendant 2 mois. C'était pas facile. C'était comment pour ta vie? Comment t'as vu ça? C'est, tu sais, eux autres, c'est super sérieux là-bas, premièrement. Tu sais, tu regardes les Japonais. Oui, tu regardes juste la foule. Aujourd'hui, je te dirais qu'ils sont un petit peu plus américanisés. Mais dans le temps, là, tu sais, c'était... Tu luttes, puis c'est silence. Hein? Tu t'entends marcher sur le ring. Puis quand tu fais un gros mot, c'est « Oh! » Puis là, ils applaudissent. C'est comme au golf. Ouais. Apparemment, ils faisaient ça. Je sais pas s'ils font ça encore, mais ils faisaient ça pendant les concerts. Puis il y avait comme des rock bands, je pense Megadeth, puis c'était comme... Ils sont-tu heureux ou non? Oui, Parce oui. que tout le monde comme ça. Oui, mais c'est ça, mais ils aiment... c'est tu fais le rock concert pour ça aller, puis ils sont comme ça. Mais c'est parce qu'ils sont polis puis ils apprécient. Fait on dirait des lemurs. C'est vraiment ça, c'est des petits animaux qui regardent comme ça. Puis, moi ça m'aurait fucké dans la tête. Je suis comme, ben veux-tu que je suis ici ou non? Heureusement, tu sais, comme... J'ai toujours adoré la lutte féminine japonaise. Fait que, tu sais, je savais un peu à quoi m'attendre quand je suis allée. Je savais qu'il était silencieux. Puis, tu sais, quand je disais tantôt que c'est important de les inclure, là-bas, c'est différent. T'es plus dans ton match, dans ta performance. Tu te retourneras pas puis chialer après quelqu'un comme ici. Ils vont commencer à pleurer.
Ben, je sais pas comment il a réagi. Je pense, Ouais, gêné, je pense. Oui, je pense qu'il aurait été gêné. Tu sais, l'entraînement aussi là-bas, le matin, on se levait, on faisait de l'entraînement physique. C'était tout de l'entraînement avec notre propre poids. Tu sais, mettons des push-ups, beaucoup de squats. Mettons, il y a une des filles qui me tenait les jambes, puis moi, il fallait que je les ouvre, puis là, elle forçait en même temps. Là, puis même muscles. chose avec le cou. On dînait, puis l'après-midi, c'était l'entraînement de lutte. On faisait des roulades, puis des ponts, puis des séquences, puis courir les câbles, puis des drop-kicks. C'est sûr, c'était... les seuls jours où on n'avait pas d'entraînement, c'était les journées de show. Sinon, on s'entraînait toujours. Fait que c'était sans arrêt. Puis eux, je sais qu'ils prennent ça au sérieux. Ben, ils prennent tout au sérieux, c'est des Japonais. Mais les tatous, là, je sais qu'au Japon, ils n'aiment pas ça, les tatous. C'était-tu quelque chose pour toi ou ils s'en foutaient? Oui, moi, à l'époque, j'en avais pas, mais c'est parce que, écoutez, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais me semble ce que j'avais compris, c'est que les tatous là-bas, c'est beaucoup Yakuza. Ouais, c'est ça. Fait que, faut que tu fasses attention à ce que t'as. Là, je pourrais pas vous dire aujourd'hui, par contre. Là, moi, la dernière fois que j'étais allée, c'était en 2005. Puis même si je suis la lutte comme telle, je sais pas, point de vue culture, sont rendus où avec les tatouages. Là. Je sais qu'avec notre ami Chris Ramsey, lui, est allé là-bas. Puis il y a certaines places que tu peux pas aller. Il y a même certains hôtels qui sont comme on verrait savoir de ça. Alors c'est quand même drôle, tu sais, parce qu'ils voient des gens avec beaucoup de tatous puis ils assument ça doit être. Ils prennent pas de chance. Non, ils prennent pas de chance. Ça doit être quelqu'un qui est relié aux gangs. Puis culturel, c'est comme ça que c'est vu. Moi, je pensais que c'est vu comme c'est des itinérants. Non, c'est juste que on veut rien savoir de la culture de mafia japonais, alors on va pas prendre chance. Mais tu sais, la WWE, je pense il y a 2 semaines, ils étaient là, puis bon, tu sais, des tatoués. Oui, ils sont tatoués, puis ils vont à l'hôtel, mais pour les gens toutes seules, ouais, peut-être pas toutes seules, ou tu sais, les lutteurs indépendants qui sont moins connus, tu sais, c'est sûr que si tu vois Randy Orton, ils savent c'est qui Randy Orton, fait que je pense pas qu'ils vont paniquer nécessairement sur le fait qu'il y a des tatous partout, là, mais... Randy Orton, au début, je pense qu'il y avait des faux tatous. Quand il avait commencé, c'est comme... mon ami Daniel m'avait dit ça au début. Lui, c'est un grand fan de lutte. C'est comme au début, c'est que c'était pas trop sûr. Alors, ça changeait un peu, mais c'est quand il... pas mais après, je pense qu'il les a eu... puis, il y avait une fois, il était à Montréal, puis il signait des autographes. Ça c'est dans les années 2000, quand il était quand même jeune, avant qu'il y avait tout ça. Ouais. You see the first one there, on the bottom left? Ouais, comme quand ce era-là, avant que ça vienne. Puis mon ami Daniel a crié « Randy Orton, you have fake tattoos ». Puis il a mis ses manches, là. Alors, ouais. Mais je pense que c'est juste parce qu'il voulait voir qu'est-ce qu'il aime avant de... Ah, ben peut-être, tu sais, un coup que c'est sur toi, c'est bien dur à enlever. Mais ouais. Ouais, c'est drôle. Mais alors, OK, le Japon, ça, c'est une expérience pour toi. Y avait-tu d'autres places que tu allais puis c'était quelque chose que tu as vécu? Ben, moi, une de mes places préférées, c'est en Allemagne. L'Allemagne, c'est vraiment des amoureux de la lutte. Puis de la guerre aussi. Ben, pas quand je suis allée. Non. Même, tu ne mentionnes pas trop. Ouais, eux, ils sont vraiment... Ils veulent rien savoir de ça maintenant. Mais c'est vraiment... c'est vraiment un peuple... En tout cas, moi, je les trouve remplis d'amour, là. Ils n'ont jamais été décrits comme ça. Ah, ben non, ben moi comme je dis, c'est vraiment une de mes places préférées, là. Ils chantent ton nom de lutteur. Ils vont t'acheter beaucoup de marchandises. Ils connaissent tout. Ils ont tout lu sur toi. C'est vraiment une belle ambiance en Allemagne. Tu sais, comme... ça me fait penser un peu au game de soccer, que tu sais, les gens se mettent à chanter le nom d'un joueur ou quoi que ce soit. Ils font la même chose avec les lutteurs, là. C'est vraiment, vraiment cool, là. Moi, j'étais avec la XWF, qui est la promotion où Gunther luttait, justement. J'étais avec des shows avec lui, puis c'était vraiment là, super professionnel avec les décors, là. C'était fou, là. Oui. J'adore l'Allemagne. Je savais pas que ça faisait partie de leur culture à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, que la lutte puis le heavy metal là-bas, c'est
C'est quelque chose d'autre? Oui, ben même c'est drôle parce que parlant de Gunther, à toutes les fois, il me voyait, moi, j'arrivais avec un chandail d'Anthrax, puis il me faisait ah, tu sais, il connaissait les bands, puis il me disait que j'avais du goût. Ben, le Mexique aussi. Mexique. Oh, ouais. Mexique, Les lucha. Le lucha libre, c'est comme le Canadien de Montréal ici, là. C'est fou, ça fait partie de la tradition, c'est... tu sais, le matin, quand on se lève puis on prend le Journal de Montréal, on voit les résultats des games d'hier des Canadiens. Première page. Ben au Mexique, c'est la lutte. Tu sais, il y a les résultats de la veille des galas, puis les histoires, puis ça, mettons, il y a un talent international qui vient. Exemple, toutes les fois, moi, j'y allais, c'était Lufisto de retour, en gros, là, j'ai des coupeurs de journal chez nous, tu sais. Ouais, t'as gardé ça, tu sais. Moi, j'ai tout gardé, j'ai plein de scrapbooks chez nous. J'ai vraiment tout gardé ça, puis c'est spécial, parce que la première fois que j'étais allée là, tu sais, j'étais comme, aïe, aïe, je suis partout, tu sais. Puis ici... promène dans la rue, pas un chat qui me connaît. Ça pas chiqui pantoute. Puis là-bas, c'est le contraire. Tu sais, je me promenais dans la rue, puis photo. Puis là, ils veulent des autographes, puis juste je prends des photos avec du monde. Puis là, j'étais comme, aïe, c'est pas comme ça chez nous. Ouais. Tu sais, là-bas, t'es vraiment une star, puis le respect qu'ils ont pour les luchadors. Puis il y a des shows à tous les jours, partout, tu sais, dans la rue, dans des stades, dans des salles communautaires. Il y en a vraiment partout là-bas. Là. Ouais. C'est fou hein, de voir ça. On est quoi, 2 pays de loin. C'est nous, les États-Unis, puis le Mexique. Puis tu vois culturellement, qu'est-ce qu'ils respectent, puis qu'est-ce qu'ils... tu sais, par exemple, quand tu as dit, tu lis le journal, puis tu as les résultats là-bas. Ouais. Comme ici, c'est nous, les Canadiens, même en été, s'il y a quelque chose de moindre qui s'arrive, première page, qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi est-ce qu'il prend des vacances là-bas? Puis pour eux, c'est ça. C'est toujours intéressant pour moi de voir ça parce que je regarde l'Europe commencer comme... Moi, je tripe sur le soccer européen. Moi, j'ai mon équipe en Athènes que j'adore, tout ça. Puis c'est pendant l'été, ils jouent même pas. Ils ont leurs propres journaux. Ils ont des journaux pour les équipes. Alors, chaque grande équipe ont leurs propres journaux. Tu vas au matin, tu vas au dépanneur pour chercher quelque chose. Puis, imagine comme ici, tu avais les Canadiens, les Bulldogs, Toronto, ouais. les Maple Leafs, mais leurs propres journaux avec des nouvelles. À chaque jour, comment est-ce que tu trouves des nouvelles? Alors, j'aime regarder ça, la culture différente des... Ben, au Mexique, avec le lucha, ça ressemble à ça. C'est pas à chaque jour, mais peut-être une fois par mois. Tu as des magazines, c'est juste de ça. Le Lucha Magazine ou d'autres choses. Puis au Japon aussi, ils en ont le Fighting Spirit. Puis j'oublie les noms, là. Mais ils ont vraiment des magazines attitrés à ça. Tu sais, ici, comme tu dis, on n'a même pas 2 minutes à la TV. Ou des fois, on a des petits reportages, on est chanceux. Puis, ou des émissions complètes, là, comme il y a eu. Là. Puis moi, j'ai été chanceuse de faire partie avec 2 autres lutteuses, Lou O'Farrell, Azael, d'un documentaire qui s'appelait Celle qui lutte, de Sarah Barry-Godet. Elle a vraiment raconté l'histoire de 3 femmes qui ont un amour commun, qui est la lutte, mais qu'on est toutes différentes. Mais tu sais, c'est rare que quelqu'un comme un cinéaste va prendre la lutte, puis va s'attarder à montrer un autre portrait que le combat lui-même, parce que c'est tellement plus, comme je disais tantôt, ça devient un mode de vie. Mais c'est ça, on dirait que les gens le savent pas nécessairement, parce que c'est pas... c'est ça, on n'en parle pas assez, tout simplement. Est-ce que puis je demande la même question à tous les auteurs. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'ici, Québec, on peut prendre les plus grandes promotions puis se mettre ensemble pour au moins créer quelque chose de différent? Moi, je pensais à ça. Tout le monde attend, on a besoin d'être à la télé et tout ça. Mais pas vraiment parce que tout est sur l'Internet. Mais ça va prendre beaucoup d'organisations, on va dire. On fait une test 1 an. 1 an où on a à chaque semaine un show sur YouTube Live, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être grand, ça peut être dans des petites places. Puis quand on a une promotion qui peut aller à Québec, on va dire pour un grand événement, comme des pay-per-view, on peut avoir 3-4 par année. Puis avoir une storyline qui dure l'année, juste pour le tester. Moi, je pense que ça peut marcher. Si le monde s'habitue, je sais que c'est les mardis, telle heure, je check sur YouTube, puis ils sont live, je peux parler avec mes amis, je peux regarder ça. Je pense que ça peut marcher, mais ça va prendre des gens qui travaillent ensemble. Oui, ben c'est ça. Je pense que moi aussi, ça peut marcher, mais le problème, c'est que la plupart des promotions de lutte
n'ont pas nécessairement de budget. Ça prendrait des investisseurs, ça prendrait des commanditaires. Tu sais, les lutteurs, oui, il y en a à Montréal, il y en a à Québec. Comment qu'on fait pour mettre tout ce beau monde-là à la même place, qu'ils soient disponibles tout le temps, en même temps, puis que aussi les boss de chaque fédération veulent travailler ensemble. Ça se fait-tu aussi, ou on met quelqu'un d'autre, tu sais, en charge de ce regroupement-là de lutteurs? Peut-être que ça serait moins compliqué comme ça, vu que les lutteurs, on est des indépendants, on n'a pas de contrat. Donc, tu sais, il y a plusieurs questions à se poser, plusieurs choses qui seraient à fignoler. Mais est-ce qu'il y aurait de l'intérêt s'il y a un certain budget? Oui, tout à fait. J'en ai même pas de doute. Puis c'est-tu possible que, par exemple, toi, parce que tu avais tes problèmes avec AEW, c'est-tu possible qu'on va dire que MEW, eux, ont des bonnes relations avec eux? Ils disent, ben, on peut pas travailler avec toi parce que... Ah, c'est arrivé. Ouais, oui, il y a bien des places qui ont arrêté de me booker parce que moi puis la AEW, ça allait pas bien. Ça, c'est stupide, je pense, parce que si t'as pas dit comme, j'espère que vous fermez vos portes, t'as juste dit, moi, mon expérience, c'était pas bon. Non, c'est ça, j'ai pas une bonne expérience. Voici pourquoi. Ma version a jamais changé. Mais l'affaire, ma plus grande leçon là, que j'ai appris, c'est que la loyauté, l'intégrité, puis surtout la loyauté, l'intégrité, puis le troisième mot m'échappe là, parce que je l'avais écrit, là. Mais elle s'arrête où ta peur de perdre ton spot ou de jamais en avoir un commence. Mm-hmm. Puis c'est une des choses qui me frappe le plus des lutteurs. Ils ont tellement peur de ne pas avoir de spot sur le show. Ils ont tellement peur de perdre des bookings. Ils ont tellement peur de ne pas se faire appeler par une grosse promotion, de perdre leur job s'ils sont là. Parce que AEW, là, ça parle pas. Hein. Ça parle pas. Ils ont même signé des NDA. Je ne sais pas c'est quoi la version française. Là. Mais la peur... Mais je suis comme, à quel point tu es prête à t'asseoir puis rien dire quand tu vois tout ça devant toi qui se défile puis ça va pas, là. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai une grande gueule. Puis, tu sais, j'ai toujours été comme ça. Quand je vois quelque chose qui marche pas ou quelque chose que je trouve qu'il y a une injustice, je suis pas capable de rester silencieuse. Faut que je le dise. C'est pour ça que je suis pas riche. Je ferme pas ma gueule. Oui, c'est vraiment... J'ai pas de contrat, je suppose. Moi aussi, c'est le même problème. J'ai vraiment ce problème-là, mais je me dis, d'un autre côté, si personne parle, il n'y a rien qui change. Tu sais, si je m'étais pas levé, je serais pas allé en cours, ben... Les promotions en Ontario, il faudrait qu'ils payent des prix de fou encore à la commission athlétique. Les filles n'auraient pas le droit de lutter contre les gars. Ou moi, j'appelle plus ça le droit de lutter contre qui tu veux. Tu sais, que tu sois non-binaire, gars, fille. En tant qu'athlète, tu devrais avoir le droit de choisir tes adversaires. C'est de la lutte, ouais, on s'en fout. C'est de la lutte, on s'en fout. On travaille ensemble, on travaille pas un contre l'autre, là. Les lutteurs, tu parlais tantôt des conflits. Quand il y a un conflit puis les deux s'entendent pas, souvent ça fait des combats là, pas bons parce que, tu sais, c'est toujours... ça se tire des deux bords, tandis que, comme je disais tantôt, plus tu as de chimique quelqu'un, plus le combat est bon parce que plus tu veux réussir, tu sais. C'est un travail d'équipe. Malgré que la lutte, tu sais, c'est très, très individuel sur le point de la promotion, de voyager ou quoi que ce soit. Les restes que le match, et même un gala même, ça se fait pas tout seul. Comme je disais tantôt, j'ai une équipe avec moi, j'ai mes lutteuses, j'ai les élèves de l'école qui viennent aider avec le montage de la salle ou quoi que ce soit. Ça prend du monde. C'est un gros, gros, gros travail d'équipe. Puis s'il y a un bout de l'équipe qui manque, tu sais, c'est pas fluide, puis ça va pas... tu sais, ça peut bien aller, mais c'est pas extraordinaire, là. Puis toi, quand on parle des gens qui voulaient pas prendre des chances de travailler avec toi après tout ce qui est arrivé, c'était des gens d'ici? C'était des Québécois? Plus aux États-Unis. Okay. Je dirais plus aux États-Unis parce que... Vous voulez pas perdre la chance de travailler avec eux? Oui, bien c'est ça, parce que j'étais sur le même gala ou quoi que ce soit. Juste pour vous donner une idée, c'est drôle parce que je me suis fait demander cette question-là pas longtemps, fait que j'ai regardé. Avant mon entrevue où j'ai parlé des problèmes à AEW, j'avais 25 combos aux États-Unis qui étaient plus que la moitié des dates
que j'avais faites de lutte. Et après, je suis tombée à 2-0. Mais non, ça, Oui. c'est... C'est les chiffres officiels. J'ai compté. Moi, tu sais, à chaque année, j'ai marqué tous les combats que j'ai faits, tout ça, où je suis allée. C'est les chiffres officiels, à quel point ça l'a tombé, parce que la lutte a été souvent un monde que t'as pas le droit de parler. Faut que tu protèges ta business, puis s'il y a de quoi qui est pas correct, non, protège ta business. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec les MeToo, puis nous, on a eu le Speaking Out, qui est un peu la version lutte. Les gens sont plus ouverts à parler sur certaines choses, mais comme je dis, la minute que ça touche, que ça va peut-être t'empêcher d'avoir un gros booking ou une grosse promotion. Zip. Ça dit rien. Le nombre de personnes qui m'ont écrit personnellement me dire « Il m'est arrivé la même chose que toi quand j'étais à la AEW ou telle personne. » Mais Il ils était-tu veulent pas méchant le avec dire. toi? La AEW ont été très méchants avec moi. Ils m'ont traité de has-been, que je savais pas de quoi je parlais. Oh, je savais pas ça! Oui, ils m'ont vraiment attaqué. J'étais delusional. Puis que... Ça, c'était après que tu as sorti avec ton entrevue? Oui. Wow. Puis pendant que tu étais là, je sais qu'ils sont pas organisés, c'est pas juste toi qui dis ça, c'est tout le monde qui sort de là. Mais étais-tu quand même respectueux ou même au début, il était pas respectueux? Non. Ben, quand je suis arrivée, il y a certaines filles qui m'aiment pas parce que justement, moi j'y allais là pour une job de coach. Ouais. Je voulais même pas être lutteuse. Moi, c'était vraiment long terme. Je voulais coacher, je voulais aider la division féminine. Je voulais... tu sais, je trouvais que la division féminine n'avait pas de voix comme pour avancer ça. C'était toujours les mêmes combats contre le même monde, contre... tu sais, des combats courts ou c'est toujours les deux mêmes, tu sais. Puis je me suis dit, mais ils ont un roster tellement plein de talent. Quand je suis allée là, puis j'ai vu c'était qui tirait les rênes, que c'était le groupe de filles, le core group, je dirais, là. Puis là, j'ai vu de la façon que ça marchait, c'est comme, OK, eux autres, ils veulent rester en haut, puis ils foirent tout ce qui est en bas. Quand je suis rentrée dans le vestiaire, j'ai l'impression d'avoir eu des... Tu sais, quand quelqu'un te regarde avec des couteaux dans les yeux, puis tout de suite, je me suis dit, ça va pas bien. Oh non! Ils voulaient rien savoir de tes idées et tout ça. Me suis même pas rendue là. J'étais supposée de rencontrer le boss pour discuter de la position comme telle. Je l'ai même pas rencontré. J'ai fait 8 heures de char pour me rendre à Boston pour rien. Pour rien. Je me suis retrouvée dans le ring, malgré moi. Dans le fond, ils m'ont fait lutter, comme on appelle ça, un extra, là, un enhancement talent. Puis... ça a pris 8 mois avant qu'ils me payent. Puis il a fallu que je les achale. Puis quand je suis sortie, il y a des gens dans la foule de Boston, parce que je lutte souvent pas loin, il y a eu un gros chant Lufisto. Ils n'ont pas aimé ça. Je me suis les fait dire. C'est la gérance qui n'aimait pas ça ou les lutteuses? Surtout les lutteuses. Come on. Oui, mais tu sais, les lutteuses qui sont en haut sont collées sur le gars qui paye. C'est ses amis. C'est pour ça, c'est pas un endroit où t'as un boss qui va aller avec ce qui est bon pour la business. Il va plus avec pour mes amis, pour qu'ils restent amis avec moi, pour qu'ils... Mais c'est pour ça que ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on gère une business. Non, c'est ça. Tu sais, la lutte, ça reste une business. Oui, tu peux avoir tes amis, mais si tes amis font pas la job, puis que tes talents qui sont meilleurs, tu les envoies sur le show que tu mets sur YouTube que personne regarde, puis t'es moins bon parce qu'ils sont amis, ils sont dans des grosses à TV, puis là, tes combats sont pas bons, ben, pose-toi des questions. Mais tu sais, sont passés de 1 million de spectateurs à 600 000. Puis là, il y a, dans les arénas qui ont 18 000 personnes, ils ont 2 000 billets de vendus. Puis la plupart sont donnés. Tu sais qu'au début, quand EW a commencé, moi, c'est là où j'avais découvert Chris Van Vliet. Mm-hmm. Je l'aime beaucoup. Oui, très bon, Chris, oui. Il a fait mon podcast en anglais, le Pantelis Podcast. Très, très bon gars. Alors, c'est à cause de lui que j'ai appris tout ce qui s'est passé. Alors, moi, je voulais même essayer de devenir writer pour AEW. Puis dès le début, ils dit non, on n'a pas de writer. C'est nous entre lutteurs. Puis c'est drôle parce que même là, quand j'avais envoyé mon email, j'étais comme ça n'a pas marché, ça. T'as besoin de quelqu'un que c'est sa job
qui fait juste ça, tu sais. Puis c'est Chris Hanley, je pense que j'avais demandé des questions, puis c'était lui qui m'a expliqué que ça devrait pas être comme ça. Il y a les entrevues, mais il doit avoir des side confessions. Oui, il y en a. Fait que, tu sais, il sait qu'est-ce que c'est. Fait que si t'es pas allé là... Parce que moi, puis je connaissais pas la business telle... Mais je connais le business de notre art, puis qu'est-ce qu'on fait, puis j'étais comme... Mais c'est impossible, ça va pas marcher comme ça. Moi, on va dire, je fais du stand-up. Je peux pas aussi faire l'éclairage en même temps, c'est ridicule. Puis eux, ils ont... Moi, ce qui m'a... Je pense la première chose qui m'a fait réaliser, tu sais, à part que je voyais les gens se parler dans le dos devant moi, puis là, c'était comme... Ben, ça se passe là, je le vois, là. Puis là, j'étais comme, aïe, cours d'école. Mais ce qui m'a frappé, c'est... le show commençait, je crois, à 7 heures. Puis à 6 heures, ils ne savaient pas c'était quoi la carte du premier gala. Fait que là, Mercedes Martinez, qui est engagée là, que j'ai lutté longtemps avec, je dis, qu'est-ce qui se passe avec la carte? Elle dit, on ne sait pas. Je dis, tu toujours comme ça? Elle dit, Je dis, t'es pas sérieuse? Puis là, elle vient de Floride, on est à Boston. Je dis, toi, tu fais-tu de quoi? Elle dit, pas à date. Je dis, pourquoi qu'ils t'ont fait venir ici? C'est de même. Là, je dis, t'es-tu sérieuse? Ah oui. Elle dit oui. Ils nous font prendre un avion. On arrive, on n'est même pas sur la carte. C'est-tu eux qui payent? 3 shows. Ben, c'est eux autres. Non, c'est pas les lutteurs qui payent, heureusement. OK, au moins. Mais on s'entend que c'est une dépense inutile. Si tu n'utilises pas la lutteuse, qu'est-ce que tu fais? Puis là j'y voyais, il y avait un tableau, tu sais, un tableau qu'on efface. Là, il écrivait les matchs. Puis là, il y a des gars qui allaient se plaindre. Ben là, moi, je suis venu. Puis là, comment ça se fait? Je passe à la carte, efface la carte, recommence la carte, coupe les temps. Là, moi, dans le match que j'étais, au début, on avait 10 minutes. Là, je vois 8 minutes, 6 minutes, 4 minutes. On est 6 dans le match à 4 minutes. Oh, come on! Fait que là, il y a quelqu'un d'autre qui allait se plaindre. Fait que là, il effaçait le nom, il rajoutait un autre. Là, à un moment donné, il y avait un match qui était aussi un 3 contre 3 qui se sont retrouvés un 5 contre 5 parce que là, il rajoutait du monde. Là, j'étais comme... Je travaille pour des fédérations indépendantes qui sont plus organisées que ça. On sait c'est quoi la carte, on sait où est-ce qu'on est, comment on arrive, on sait comment de temps qu'on a. Tu sais, puis eux autres ici, là, en tout cas, c'était un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, je parle de Mercedes, mais il y en avait d'autres aussi qui étaient là. Ils n'ont pas lutté, ils n'étaient pas sur la carte pour rien. Puis là, je suis comme, aïe, aïe. Mais quel bordel, tu sais. Puis Negro, quand j'ai sorti l'entrevue, il disait « Comment tu peux savoir, tu sais, t'as été là une journée après 25 ans, être dans des vestiaires, avoir différentes sortes de vestiaires, j'ai pas besoin plus qu'une journée pour voir le bordel que c'est. » Qu'est-ce qui est bizarre, c'est le monde qui, comme tu as dit sur l'Internet, ils sont fâchés après toi, qu'est-ce que tu as dit, mais tu as juste à regarder leurs produits, comment c'est diminué, puis... les grands lutteurs qui ont sorti de là, puis sont comme, je veux rien savoir d'eux, c'est mal organisé, c'est de la merde, pour voir que tu avais raison. C'est ça l'affaire, ils sont fâchés que... Ils devraient être plus fâchés que c'est comme ça, pas fâchés que toi, t'as parlé de la vérité. T'as juste dit la vérité. Juste, tu sais, quand CM Punk a pété sa coche avec des muffins. Puis le pire, c'est que une des premières choses que j'avais dit à mon conjoint quand j'étais revenu, il dit « T'as pas l'air d'avoir aimé ton expérience. » Je dis Puis au début, je voulais pas en parler parce que j'étais comme « Ah, dis rien, tu sais, ça donne rien. » Puis j'étais comme abasourdi parce que je venais de vivre. Puis ça m'a pris un bout à gérer. Puis le monde disait, ça a-tu bien été? C'était correct. Puis là, tu sais, avec mes amis proches, puis tout, jusqu'à temps que je me tanne, puis que sur un podcast, j'ai dit, hey, ça n'a pas bien été parce que... Puis là, je l'avais dit en français, mais tu sais, fait que ça s'était pas rendu à leurs oreilles quand j'ai fait un entraînement en anglais, puis j'ai dit la même chose que ça a parti. Puis, tu sais... Hey, je te dire, il y a tellement de choses qui se sont passées que je sais même plus où ce que je m'en allais avec ça. Mais c'est ça, c'était tellement, là... Puis maintenant, ils sont rendus où? De qu'est-ce que je regarde pas leurs produits, mais je sais qu'il y a toujours des histoires sur l'Internet que, hey,
ils ont mal fait ça, ils ont pas fait ça bien. Ben, la dernière chose qui s'est passée, c'est que Britt Baker s'est chicané. Là, je paraphrase, là, je fais ça gros. Là. Britt Baker s'est chicané avec l'animatrice Alicia Atout, qui est la blonde de MJF. Donc, MJF s'est pogné avec Britt Baker. Et c'est très drôle parce que moi, quand j'ai fait l'entrevue, j'ai parlé que Britt Baker était en haut des filles. Puis le problème partait de là et descendait en bas. Puis, mais Alicia Atout, elle est pas lutteuse? Non, c'est ça, intervieweuse backstage. Et elle vient d'ici, non? Oui. Elle vient de Montréal. Puis, moi, j'avais dit que c'est ça que le problème partait de là. Puis, MJF est allé en ligne, puis lui, il me salit. Puis, on a un excellent vestiaire féminin. Puis là, il se MJF t'a attaqué? Oui, alors qu'il était champion. Mais j'ai reçu des menaces de mort après son message. Là. C'est pas des jokes. Oui. Non, j'en ai encore, je peux te les envoyer. Puis on n'arrêtera pas jusqu'à temps que t'es plus dans le public eye, puis saute en bas du pont, puis t'es une menteuse, puis t'es juste une grosse amère parce que t'as pas réussi. Oh mon Dieu! J'ai pas signé de contrat, mais j'ai voyagé à travers le monde. J'ai fait réussi. de l'argent. Oui, j'ai fait ma vie avec ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai un certificat universitaire en graphique. Je fais du multimédia. Là, j'ai ma propre promotion. J'ai le temps. Tu sais, Geneviève, t'as réussi. Tu sais, c'est peut-être pas ta. Tu sais, oui, j'aurais aimé ça plus. Ouais. Mais je regarde en arrière, j'en ai pas mal fait. Tu trouves pour une fille qui se faisait dire que tu feras jamais rien de bon puis que c'est pas pour les filles, tu sais. Mais tu sais, il m'a tellement ramassé. Fait que là, cette semaine, c'est drôle, ça faisait 1 an que l'entrevue a été faite puis que je m'étais faite, c'est ça, ramassée par eux autres. C'est pas mêlant. Les filles de la AEW puis MJF, en dedans d'une heure, ils ont tous envoyé des messages comme de quoi que leur vestiaire était merveilleux, puis ci, puis ça. Contre toi, t'avais parlé de... contre moi. Puis c'était clair que... Moi j'ai su qu'il y a un email qui s'est envoyé pour qu'il le fasse. Fait que, tu sais, il y a encore du monde à l'intérieur qui me parle, fait que j'ai mes sources. Puis... c'est ça, ils se sont tous mis contre moi, mais en dedans d'une heure, puis c'était rendu que les fans leur disaient même... c'est parce que vous n'auriez pas à attendre, tu sais, à la place d'en mettre un après l'autre. C'est clairement que quelqu'un qui vous a dit... Ouais, c'est pas naturel, c'est pas organique, ça. Non, c'était pas organique du tout. Donc, MJF qui me sort ce message-là, que, tu sais, je suis une moins que rien, puis on a un bon vestiaire féminin. Là, cette semaine, j'ai mis la photo de son message et j'ai entouré en rouge. On a un excellent vestiaire féminin. C'est tout. Je reçois un message de Madusa Michelli, Alundra Blaze, qui fait juste me dire LOL, ouch. Oh, fuck! J'ai rien dit, hein, j'ai juste mis le message. Genre, ça va bien ton vestiaire encore, hein? Ben oui, je suis une menteuse. Mais tu sais, il y a les histoires qu'on sait, puis il y a celles qui se dit en arrière en plus. Fait que, non, c'est important. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont même eu un problème avec sa blonde. Elle lutte même pas, c'est quoi? Non, en tout cas... moi, je la connais pas. Moi, je la connais juste de l'Internet. Il y avait des gens qui m'ont envoyé des messages pour l'inviter en anglais, ça fait longtemps. Je pense que Poseidon avait essayé de l'inviter, mais il n'était pas en ville. Mais ça fait plus d'un an de ça. Mais elle a pas l'air de quelqu'un... de qu'est-ce que je vois qui va commencer En gros, de ce que j'ai lu, c'est que Britt Baker aurait parlé contre son chum parce qu'il y avait un match d'1 heure, fait que ça prenait beaucoup de temps, puis... Là, elle est allée le dire à lui, en tout cas. Okay. Puis ça a l'air qu'il y avait d'autres problèmes avant. Mais en tout cas, moi, je me suis fait dire en ligne que tout allait bien. Oui, mais c'est clairement elle. Parce que comme je te dis, ça peut pas être tout le monde. Tu sais, toi, Alicia, comme tout le monde. Oui, on est tout un problème, sauf... En tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime mieux en rire aujourd'hui parce que je braillais quand c'est arrivé. C'était non-stop. Puis c'était... Tu sais... ils appellent ça tribalism là, sur Internet. Là, Puis, c'était un après l'autre sur tous mes réseaux sociaux. Il y a des gens qui allaient commenter tous mes matchs sur YouTube. T'es une merde, t'es une ci, t'es une ça. Passe-toi la corde au cou, t'es une menteuse. Puis je suis comme...
J'ai juste raconté mon histoire. Moi. J'ai pas dit je vous souhaite de mourir, puis je vous souhaite que la compagnie ferme. Au contraire, moi, quand ça a sorti, tu sais, c'est bon d'avoir une deuxième compagnie. Ça fait de la compétition, on s'élève, ça donne plus de jobs à mes collègues. Tu sais, je suis pas contre ça, je leur souhaite pas de mourir, mais ils ont tellement fait ça à bien du monde, y compris les fans entre eux là, sur Internet, là, ça joue fort, là, à appeler les boss des autres pour essayer de défaire des réputations. C'est débile, parce qu'ils ont dit qu'ils n'aiment pas la AEW, c'est comme « wow! » C'est vrai je sais que ça c'est se guerre fait... de nerd. Ouais, c'est ça. J'aime. C'est la différence de moi et toi, c'est si quelqu'un faisait ça. Moi, j'aurais aimé ça. Fuck toi, va te prendre à cause de la lutte, à cause que je dis quelque chose de la lutte. Moi, j'aurais aimé ça. C'est comme, ben, tu sais, c'est parce que j'ai dit quelque chose que t'aimes pas par rapport à ta promotion. T'as le droit de l'aimer pareil, mais gars, c'est ça qui s'est passé. Tu sais, ben non, tu sais, t'es une ci, t'es une ça, puis là, je suis comme, mais vous me connaissez même pas. Puis comme je disais, si une affaire que je suis reconnue, c'est justement à cause des affaires d'aller en cours puis de défendre le droit des femmes de la lutte. Je suis comme, s'il y a de quoi, à la limite, dis-moi que je parle trop quand je devrais me faire ma gueule, mais viens pas me traiter de menteuse. J'ai 25 ans d'années en arrière qui prouvent que je suis pas menteuse. Au contraire, je suis pas capable de... Non, mais toi, t'es menteuse. C'est un pas que c'est un menteur. Ouais, Tout le ouais. monde qui sort de là, c'est des menteurs ou des menteuses. Maintenant, avec MJF, lui, c'est un menteur. Écoute, on voit, on sait qu'il y a un... Puis le problème, c'est clair avec AEW, c'est vraiment que Tony Khan, oui, il adore la lutte puis il aime ça, mais il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Puis il a peur. Il est pas un strongman. Il a peur de vraiment diriger. Hey, non, ça marche pas comme ça, on va voir. Il veut être ami avec tout le monde parce que c'est une fan, mais c'est tant pis pour nous, puis tant pis parce que lui, il a les ressources que si il avait amené du bon talent puis il dirige ça comme... Mais c'est ça qui est choquant. Il y en a du bon talent, puis... Puis des ressources. Ils ont tout l'argent qu'ils ont besoin. Oui, il y a un autre propriétaire aurait probablement mis la clé dans la porte il y a longtemps. Mais tu sais, il a les ressources. Tu sais, justement, cette semaine, il y avait Arn Anderson qui est retourné à WWE. On l'a vu avec Cody Rhodes. Arn Anderson est un vétéran qui a fait les territoires, tu sais, champion par équipe, fait partie des Four Horsemen. Il était là et quand il essayait d'enseigner quelque chose, il se faisait tourner de bord. Il s'est arrivé à Madusa aussi. Elle voulait aider les filles, puis Dustin Runnels aussi donne des entraînements. Les filles n'allaient pas, c'était pas obligatoire. Oui, mais t'as un gars ou une femme, peu importe, sont pleins de ressources, sont pleins de connaissances, puis tu craches là-dessus. Tu sais, Tony, même si, mettons, il connaît pas la business de la lutte, c'est quoi de dire, bon, ben mon booker, ça va être Arn Anderson, je vais m'asseoir à côté, puis je vais apprendre sur le tas. Ouais. Éventuellement, il aurait été capable de continuer tout seul, mais pour le moment, il est clairement pas capable, là. Parce que souvent, les histoires, tu sais, ça se fait en 2 semaines, ça sort de nowhere, ou les shows, mettons, il y a une semaine, ça finit, un gars, il se fait battre, il a la face en sang. La semaine d'après, il y a une fille qui se fait battre, elle a la face en sang. Les deux finissent pareil. Tu sais, il y a un problème de production quelque part. Ouais. Ou, tu sais, je voyais souvent les mêmes moves, les mêmes finishes. C'est comme, les agents se parlent pas. Puis, de toute façon, les lutteuses, ils n'écoutent pas nécessairement les agents. Moi, juste les filles avec qui je travaillais, tu sais, on avait... c'est drôle parce que notre agent, c'était Ace Steel, qui était l'ami de CM Punk. Fait qu'on va le voir pour savoir, tu sais, telle affaire. Oui, fais ça, coupe là, c'est sûr, ça va être trop long. On arrive en arrière, ben on va le faire pareil. OK, bon. Tu sais, moi, je suis pas signé, hein, fait que j'ai fait OK. Mais même si tu étais signé, tu étais comme OK, c'est ça que tu veux, c'est ça qu'on va faire, mais... C'est des idées un peu stupides. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est comme si tout le monde veut sauver leur chèque de paye. Trop de chefs. Tu sais, ouais. Il y a trop de chefs dans la cuisine, comme on dit. Ouais. C'est... Moi, j'aimerais ça si on avait plus de gens qui
travaillé au WWE. C'est cool de voir comme Kevin Owens, puis Sami Zayn, tout ça. Mais backstage, moi, j'aimerais voir des writers d'ici, puis tout ça. Puis ça peut arriver, je pense. On a beaucoup de gens avec du talent ici. Oui, ben tu sais aussi, ce qui est le fun avec la WWE en ce moment, c'est avec Paul Levesque encore, on voit qu'il y a une ouverture à travailler avec les fédérations indépendantes. Ils le font avec TNA, mais tu sais, des fois, ils ont fait quelques shows avec la Game Changer Wrestling aux États-Unis. Ils ont envoyé Shayna Baszler au Bloodsport de Josh Barnett. Je pense qu'un des frères Creed aussi. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, il y a plus d'ouverture, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, tout est possible. Je pense qu'avec Paul Levesque à la tête, c'est plus réel que Vince McMahon qui faisait comme s'il n'y avait rien d'autre existait que la WWE. Écoute, je veux pas qu'on salue le nom de Vince McMahon. Oh, il est capable de le faire tout seul. C'est moi, c'est ça. Il est capable de le faire tout seul. Mais j'aime bien, je veux dire, merci d'être venu. C'était une bonne entrevue, c'était une fun podcast. Je pense que le monde va aimer ça. Puis, as-tu quelque chose que tu veux que le monde sache? Ben oui, allez voir la Fédération de lutte, la Women's Wrestling Syndicate. On a un show ce vendredi, le 9 août. C'est au centre IWS, là, pour faire... je me souviens plus de l'adresse, mais c'est sur l'avenue Racette. Mais allez nous voir sur nos réseaux sociaux, Women's Wrestling Syndicate. 100% féminin, comme un concert rock. 6 combats, c'est pas trop long. Puis, vous allez avoir du fun en tabarnouche. Puis pour rendre ça facile, je mets tous les liens dans la description. Alors, vous allez juste à cliquer dessus. Puis merci. Ben merci beaucoup. C'était très agréable. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.